bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui, nous allons découvrir 6 astuces données à droite à gauche par Alexandre Astier que nous avons compilées. Et quand je dis nous, je parle de moi et de la magnifique, la majestueuse, que dis-je, la meilleure conseillère littéraire du monde et des autres planètes. Wow, oui, du monde carrément, et des autres planètes. Wow, quelle intro. Florence Georgeon. Ah. Bonjour Florence, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Bastien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mais quelle intro magnifique, mais après ça, moi, il faut que j'assure quand même la pression que tu mets. Attends, tu m'as dit, il faut une intro pour le podcast. Bon, moi, je fais une intro pour le podcast. Ouais, mais la prochaine fois, quand même, restons sur Terre, parce que là, quand même... Plus sobre. Bon, plus sobre, alors, ok. Mais c'était bien quand même, j'aime beaucoup. Bon, alors, qu'est-ce que vont apprendre les auditeurs aujourd'hui dans cet épisode? Alors aujourd'hui, on va parler, du coup, tu l'as dit, d'Alexandre Astier, de la série Kaamelott en particulier, de la façon dont on écrit des bons dialogues d'après Alexandre Astier, des petites techniques d'écriture qu'il a pu nous donner par-ci par-là, effectivement, dans ses diverses introductions. Comment faire rire, comment est-ce qu'on écrit une comédie et comment est-ce qu'on arrive à faire rire son public, et comment écrire un bon héros, un héros dont on va se souvenir et qu'on va avoir envie de suivre, de savoir ce qui va lui arriver, voilà. Ok, cool. Et j'enchaîne avec une merveilleuse citation de Blaise Pascal. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Comment plomber l'épisode. Oui, effectivement. Mais je l'ai trouvé bien à propos, parce qu'en fait, Blaise Pascal, du coup, c'est un philosophe. Il était plusieurs choses en même temps, comme souvent les philosophes et un peu les scientifiques de son temps. Ils avaient plusieurs casquettes, ils touchaient un peu à la science, ils touchaient un peu à la chimie, ils touchaient à la philosophie, c'était très un peu universel en fait. C'était des penseurs et des intellectuels en gros. Et c'est vrai que lui s'est intéressé à la question du divertissement et donc je trouvais très à propos pour parler de Kaamelott. Et il en a conclu. Enfin, je crois qu'il n'a pas eu le temps de conclure en fait, parce qu'il est mort, avant le truc. Donc, cette citation elle est tirée de l'ouvrage Pensée. Pensée, ouais, c'est Pensée de Blaise Pascal, qui est sorti en 69, et lui, il est mort en 65 ou peut-être avant, entre 60 et 65, je pense. Donc, c'est post-mortem. Ouais, voilà. Okay. Mais on a grosso modo retrouvé dans ses conclusions qu'en gros, le divertissement, pourquoi l'homme cherche à se divertir, c'est pour échapper à sa propre réalité. Voilà, c'était sa conclusion. Donc voilà pourquoi on passe tant de temps sur les jeux vidéo, tant de temps sur Netflix ou la tête dans nos romans, dans nos bouquins. C'est parce qu'on a tous une vie pourrie. Voilà pourquoi. Cette belle conclusion. C'était la conclusion de Blaise Pascal. Et c'est la conclusion du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Désolée de vous avoir déprimé. Non. Voilà, rapide et efficace. C'est ça. La vie, c'est de la merde. Voilà, merci. Voilà. Écoute, il y en a qui se prennent la tête à penser ça. Oui. Donc, on peut les en remercier. Ceci dit, c'est vrai que Penser, vu que du coup, c'est un ouvrage, alors à pas confondre quand même avec, il me semble que c'est les Pensées de Marc Aurèle, qui était lui un empereur romain. C'est un peu, on a l'habitude de dire le journal intime de l'empereur romain. Donc ça, c'est les Pensées, pas du tout la même époque, bien avant. Et après, il y a Pensée de Blaise Pascal. Et c'est vrai que le livre est articulé, tu vois, c'est des petites phrases en fait. C'est des petites citations, des petites punchlines. C'est pas un gros bouquin qui t'explique avec 36 arguments et 3 synthèses le truc où il veut en venir, quoi. Là, c'est vraiment des petites phrases, des petites pensées. Ça a été quand même mis bout à bout pour donner un ensemble cohérent. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent démarrer la philosophie, par exemple, sans trop se prendre la tête, c'est pas mal. Et puis même ça permet aussi de s'inspirer. On peut feuilleter le livre, tomber sur une citation, réfléchir, ça peut donner une idée pour pourquoi pas débloquer une situation dans l'histoire qu'on est en train d'écrire ou quelque chose comme ça, tu vois, ça peut amener sur de nouvelles pistes. Je recommande en tout cas. Je peux recommander ce bouquin. Carrément. Merci pour cette recommandation du coup. Mais je t'en prie.
Et du coup, bah, nous, on va parler d'Alexandre Astier, mais il y a peut-être un petit rapport avec Blaise Pascal, parce que je me rappelle bah, de l'exoconférence, un spectacle qu'il avait fait, et d'une vidéo YouTube sur Ouais. l'astrophysique où il le cite justement, les espaces infinis. Je me Ah, c'est rappelle. vrai, je l'ai vu Le en ci- plus, je l'ai vu à ouais. Lyon. Ah ouais. Je l'ai vu à Lyon, ouais, ouais, Alexandre Astier sur scène, ouais, pour l'exoconférence. Ah, de la chance. Moi, je l'ai vu en DVD, l'exoconférence, mais c'était une tuerie. J'aurais aimé le voir en scène, mais bon, en DVD, c'est déjà bien. Et du coup, oui, c'est un auteur qu'on ne présente plus, hein. On le connaît par cœur maintenant. Il est musicien, il est geek, on le sait passionné de Warhammer, de World of Warcraft. Du coup, Exoconférence, il est passionné d'astronomie, de science. Il a écrit pour le théâtre, il a joué au théâtre. Il a écrit les BD de Kaamelott, il a fait des courts-métrages, on le voit au cinéma, on le voit à la télé, il est scénariste, réalisateur, acteur, auteur, compositeur, enfin voilà. C'est un grand gars, quoi. Donc on s'attaque à un sacré bonhomme qui a certainement des choses à nous apprendre vu le parcours qu'il a. Et, Hmm. sa série, sa saga qui restera la plus connue, donc Kaamelott, qui parle de la geste arthurienne. Euh, donc c'est la légende du roi Arthur. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une légende qui est fondée dans le folklore breton depuis très longtemps et qui a été perpétuée par tradition orale et par écrit, avec des textes qui ont été rédigés essentiellement entre le XIIe et le XVe siècle par plusieurs auteurs. Et celui qui est le plus connu, ça va le plus parler, je pense que ça va être Chrétien de Troyes. Donc on y parle du roi Arthur qui organise la défense du peuple breton pour lutter contre l'invasion des Saxons. On fait la rencontre des personnages dont les noms sont légendaires, comme Merlin, Lancelot, Guenièvre, Hmm. Perceval. Et il s'agit d'un récit qui a lancé les bases, qui a cristallisé un certain idéal de la chevalerie, qui en fait fantasmer les générations futures, notamment à la Renaissance, qui se replonge un petit peu dans ces textes-là et qui essaye de retrouver cet idéal chevaleresque. Et ça a aussi lancé les bases de l'amour courtois, qui redeviendra populaire à l'époque romantique, à la fin du 19e siècle. Donc on peut dire que, Oh, ouais. l'amour courtois, je Ouais, connaissais même pas cette expression. c'est un espèce d'amour platonique où on courtise une dame. Enfin, ouais, c'est un petit peu l'amour Hmm. de Lancelot et de Guenièvre, cet amour qui est, enfin oui, vraiment très romantique, très platonique dans le respect, enfin voilà, c'est. Ouais, finalement, à la Renaissance, ils ont succombé à ce que nous, on succombe aussi aujourd'hui, quoi. Oui, C'est-à-dire un peu tout le temps idéaliser le passé. C'est un peu, je crois qu'on le oui, c'est fait à chaque ça. époque. Et C'est quand je me replonge dans des ouvrages philosophiques qui ont été écrits il y a 2000 ans, tu vois, où tu te rends compte que les problèmes humains, c'était les mêmes, tu c'est te ça. dis, ah ouais, bah, on évolue vachement vite. C'est ça. On n'a pas changé, on change pas. Ouais, ouais, c'est des cycles, ouais, on fait vraiment des cycles, quoi. Exactement, tout à fait, c'est tout à Ok. fait ça. Et bah, du coup, bah, c'est un cycle, bah, c'est le cas de le dire avec l'histoire du roi Arthur, parce que, bon, ok, c'est une histoire médiévale, mais enfin, le matériau littéraire est tellement passionnant, tellement riche, avec un potentiel incroyable, qu'on peut encore en tirer des histoires aujourd'hui, à la fois comiques ou tragiques. Enfin, il y a encore des tas de choses à dire, et ça se renouvelle sans cesse, vu qu'on a encore des films ou des séries autour de l'histoire du roi Arthur au XXIe Hmm. siècle, en fait. Donc ça ne vieillit pas. Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote. Voilà. On parlait de philosophie, là, je vais nous plonger en histoire. Euh, Ouais. une petite anecdote sur les effets de la légende arthurienne sur une période précise de l'histoire. Donc, est-ce que la dynastie des Tudors te dit quelque chose? Il y avait une série télé Non. à une époque Ah ouais, qui c'était une s'appelait série télé, il y avait... qui s'appelait Tudor. euh, Ouais. ah, Tudor, ah non, d'accord. Ah, c'est pas grave, mais c'est moi qui suis vieille aussi. Donc, ouais, je regardais ça passait, j'étais peut-être au lycée ou à la fac, je sais plus. Et du coup, les Tudors, la famille des Tudors s'est servi de la légende du roi Arthur pour légitimer sa place sur le trône d'Angleterre. Une place qu'ils avaient acquise avec la défaite de Richard III à la fin de la guerre des Deux Roses. Donc la guerre des Deux Roses, c'est une guerre qui a inspiré la série Game of Thrones, pour donner une petite idée de l'ambiance.
Alors, elle n'a pas été inspirée que par ça, mais... Genre, il y avait des dragons, tout ça. Ouais, voilà, des dragons, des zombies, non, non. C'est le seul truc qui manquait, mais il y avait des trahisons, des meurtres de cour, des complots, tout ce que tu veux, comme dans Game of Thrones. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, pour faire juste une brève histoire de l'histoire de la guerre des Deux Roses, donc tout est parti d'un roi qui s'appelait Édouard III. Il est aussi important dans notre histoire à nous, l'histoire de France, parce que c'est lui aussi qui est un peu à l'origine de la guerre de 100 ans, mais enfin bon, on reste en Angleterre. Alors donc, Édouard III avait un fils aîné, donc héritier du trône, et celui-ci meurt. Sauf qu'au lieu de donner la couronne au frère de ce gars-là, donc directement dans la ligne de succession, celui qui vient après, ben, il le donne à son petit-fils, et ça plaît pas à tout le monde. Donc il le donne à son petit-fils, s'ensuit des rivalités, c'est finalement un cousin qui récupère le trône. Et pendant quelques temps, ce cousin-là, c'était Henri IV, voilà. Henri IV récupère le trône, donc les Henri se succèdent, donc Henri V jusqu'à Henri VI, dit le roi fou, The Mad King, ça aussi ça résonne Game of Thrones. Donc ce roi fou qui avait des problèmes, qui n'était pas très sain d'esprit, il était plutôt faible et influençable, les gens n'aimaient pas trop le voir à la tête du trône, et il y a une famille beaucoup plus puissante qui remporte un petit peu l'adhésion du public, la famille d'York. Et la famille d'York, par le biais d'influence, d'alliances, etc., de combats, parvient à l'emporter et c'est Édouard IV qui arrive sur le trône d'Angleterre. Alors, petit conflit, il y a deux rois à ce moment-là, hein, Henri VI et Édouard IV, mais les gens préfèrent Édouard IV, qui n'est pas fou, lui, au moins. Donc voilà, il a 2 enfants, et il meurt en laissant ces 2 enfants-là, qui sont encore jeunes. Il leur assigne un régent, donc son frère Richard III, le même Richard que dans Hamlet. Sauf que ce Richard III, il n'a pas envie d'être régent, il a envie de gouverner, lui. Donc, il fait en sorte En gros, il tue les gamins, il prend le trône de force, etc. Ça plaît pas. Clairement, ça plaît pas. Et pendant tout ce temps-là, il y avait une famille qui essayait de naviguer sur les flots tumultueux de tous ces complots, etc., qui est la famille Tudor, qui est liée à la lignée royale, mais que du côté des femmes, ce qui rend le truc un peu moins... c'est presque comme... Ça vaut rien, quoi, en gros, à l'époque. À l'époque. Oui, voilà, à l'époque, tout va bien. Mais ouais, par le biais de fiançailles judicieuses et d'un combat, voilà, Henri VII arrive finalement au pouvoir. Donc Henri Tudor arrive au pouvoir, Henri VII. Et donc il a cruellement besoin de cette légitimité, vu que voilà, il est lié à la famille royale, mais que par les femmes. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va engager des généalogistes pour faire remonter sa lignée jusqu'aux anciens rois de Bretagne. Et ces généalogistes auraient trouvé que Camelot était situé à l'emplacement de Winchester. Donc il va faire en sorte que son fils aîné naisse à Winchester, et il va l'appeler Arthur. Directement lié au roi de la table ronde, afin d'ancrer encore plus sa lignée dans la généalogie des anciens rois de Bretagne. Seulement Arthur va pas vivre très longtemps, malheureusement, et ce sera son frère Henri qui deviendra roi à sa place, le fameux Henri VIII qu'on connaît. Et mon prof de littérature anglaise m'a dit une chose, hein, j'ai pas trouvé de référence sur internet, mais je le crois, c'est qu'il a dit que depuis, le prénom Arthur était maudit dans la lignée des successeurs au trône, en fait. C'est pas... Ah ouais, voilà, c'est un prénom qui porte malheur. Donc, j'avais une collègue qui disait « Mais pourquoi ils appellent jamais leur fils Arthur ?» au niveau des fils de Lady Diana et de... Voilà. Ils ont des enfants, mais ils les appellent pas Arthur. Je fais « C'est un nom maudit, donc ils peuvent pas. » Mais voilà. Ok, d'accord. Voilà pour la petite anecdote que j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, mais ouais. Ouais, c'était sympa là. On a voyagé du coup là, à travers plusieurs siècles même. C'est ça, et ça se passait au 15e siècle, j'ai oublié de le dire, ça se passait au 15e siècle tout ça. Mais ouais, imaginez l'ambiance Game of Thrones, et à la fin, c'est un gars qui l'emporte et il fait en sorte de s'associer à cette légende arthurienne par le truchement de généalogistes peu scrupuleux. Mais ouais.
Bah, c'est vrai que cette légende-là, ouais, ça m'étonne pas qu'elle ait été un petit peu, enfin que quelqu'un s'en soit servi comme support pour dans la vraie vie, quoi. Propagande de... Allez, à Ouais, cette époque-là, en c'est tout cas, ça. à cette époque-là. Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, elle sert beaucoup de support à de nombreux C'est courts-métrages ou ça. de nombreuses bandes dessinées ou créations, en fait. C'est vrai qu'elle est un peu inépuisable. C'est Euh, vrai. inépuisable. Ouais. Non, le dernier truc que j'ai en tête, c'est Assassin's Creed, hein, ça craint. Ah ouais? Ah. Mais je me dis, bah ouais, c'était un truc qui parlait des Vikings qui viennent envahir l'Angleterre, et ils ont réussi à y foutre la légende d'Arthur, tu vois, dedans. Ah Donc tu te dis, ouais! Ah, c'est tu balèze, te dis, d'accord. ouais, ils en mettent partout, partout, Ouais. partout. Bah, ça fait fantasmer. Enfin, ouais, c'est vraiment un récit qui traverse les âges. Et ouais, chaque auteur vient un peu se l'approprier et y mettre sa patte. Et ça peut intégrer la fameuse légende arthurienne globale. D'ailleurs, j'avais vu une Mm, interview de Joël Sevilla sur la chaîne YouTube d'un youtubeur qui s'appelle Sai. Et oui, mm. elle disait que Sacré Graal faisait partie maintenant, d'après cette interview, faisait partie de la légende arthurienne. Et que Dame Célie, qui n'était pas à l'origine dans la légende, enfin, Léo Dagan, à l'origine, n'a pas de. Enfin, on ne parle pas de sa femme, on ne sait pas qu'elle s'appelle Célie, c'est Alexandre Astier qui a vraiment créé ce personnage. Mais il se pourrait que plus tard, on retienne que la femme de Léo Dagan, c'était Dame Célie, et qu'elle soit Oui, intégrée carrément. carrément dans la légende, quoi. Quand on vivra dans un ère complètement numérique, tu sais, et Oui, que au lieu de, au lieu de faire de l'archéologie avec nos brosses à dents, en train de chercher tu vois, des trucs physiques, on fera de l'archéologie avec des ordinateurs, je sais pas comment, et exactement. on retrouvera des épisodes et on dira ah mais elle s'appelait Dame Célie, comme l'autre l'a dit, oui oui oui. Mais finalement, enfin, c'est des petites choses. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs auteurs entre le XIIe et XVe siècle qui ont parlé de la table ronde, et à chaque fois, ça a ajouté des éléments qui n'étaient pas là avant. Comme enfin, l'amour entre Guenièvre et Lancelot, il n'était pas là avant Chrétien de Troyes. Donc, Non, c'est intéressant enfin, ça. ouais, Ok. ouais. Après, je sais pas si tout ce qui est Excalibur, le Graal, je pense que le Graal quand même c'était la base. Oui, ouais, Euh, je pense, oui. La légende arthurienne, elle est quand même chrétienne, quoi. Enfin, en C'est tout cas, moi, ça, j'ai toujours visualisé chrétienne, du coup, hein, c'est ça, oui, à oui. cause du Graal. Complètement. Bah oui, oui. Euh, ouais, j'imagine. Excalibur, après, ça reste particulier. Je sais pas si c'était dès le début ou si c'est venu Je après. sais plus. Oh, il y a tellement de choses. C'est une bonne question. Ouais. Voilà. En tout cas, si quelqu'un a la réponse, qu'il Voilà. n'hésite pas à la mettre en C'est commentaire. ça. Ou à nous Mais nous, on écrire. l'a pas là tout de Voilà, suite. là, on voit pas. Bon, ok, moi aussi j'avais une anecdote, mais Ah, alors beaucoup plus courte. ok. Tant mieux, parce que là, j'ai pris pas mal de temps. C'est beaucoup plus d'actualité. C'est juste que j'ai pris un gros bide au théâtre mardi dernier, donc tu vois, Ah. ça n'a rien à voir. Alexandre Donc Astier a fait du je réserve, théâtre. tu sais quoi, je réserve cette anecdote pour Ok. la fin de l'épisode. Ah, Tu vois, ok. histoire de distiller un peu nos anecdotes. Ça Ouais, marche, ouais. ça marche. Bien joué. Alors, ça sera la petite surprise à la fin. La petite touche de fin. Ok. Bon, pour revenir à Camelot, effectivement, donc Camelot, ça a succédé. Donc Alexandre Astier, on sait qu'il a fait énormément de choses. Camelot a succédé au format court Caméra Café à l'époque, qui était sur M6, que seuls les plus de 30 ans se souviennent peut-être. Ah. Tu me rends tellement vieille. Non, mais moi j'ai connu Caméra Café. Attends, j'ai Ah, moins de ok. 30 ans, j'ai connu Caméra Café, donc si, attends, les plus de 25 ans, on va dire ça. On va dire Ok. ça. Et ouais, Caméra Café, donc c'était une émission où effectivement on voyait, c'était un format court, hein, où on voyait des gens à la machine à café dans une entreprise se raconter leur journée, se raconter des anecdotes. Enfin voilà, il y avait des petites blagues, quoi. C'était bien écrit et ça a duré un moment. Enfin, je sais pas combien il y a eu de saisons de Caméra Café, mais c'était long et c'était un peu le rendez-vous du soir, M6 avant manger. Finalement, le rendez-vous que Camelot a pris par la suite, quoi. Tout simplement parce que M6 a décidé d'arrêter l'émission parce ils en venaient à bout et ils cherchaient quelque chose pour le remplacer sur le format court. Format court, c'est quand même un format qu'on connaît très très bien aujourd'hui parce que avec YouTube, avec Facebook, enfin voilà, les vidéos format court, on le pratique bien. Mais à l'époque, ils cherchaient vraiment qu'est-ce qu'ils allaient mettre dedans. Et donc, Alexandre Astier a proposé un premier court-métrage qui s'appelle Dies Irae,
et ça veut dire jour de colère. Alors je ne parle pas latin, hein, je vous rassure, je l'ai appris sur internet que ça veut dire jour de colère. Et en fait, Dies Irae, c'est un petit court-métrage où on voit un peu, où on découvre l'univers de Camelot. On attaque directement autour de la table ronde. On voit que les costumes, c'était des costumes qui n'avaient pas la qualité des costumes qu'ils ont pu avoir après par la suite. On sent qu'après M6 a investi dans l'émission, quoi. Ça s'est clairement senti quand même. Et au début, en plus c'était même pas les mêmes acteurs, puisque celle qui jouait Guenièvre, elle était jouée dans ce petit court métrage par Vanessa Gage, qui elle après a joué la servante de Guenièvre, Angarade, qui qui tombe amoureuse de Perceval. Et Angarade elle-même, elle était jouée à l'époque par Audrey Fleurot, qui est pour nous la Dame du Lac en fait. Donc voilà, c'était vraiment un premier jet pour montrer à M6 l'univers qu'allait proposer Camelot. Et sur la base de ce petit court métrage, après M6 a signé pour une première saison de Camelot, en imposant quand même pas mal ses contraintes. Donc après, Alexandre Astier a dû peaufiner ces différents scénarios pour que ça rentre dans un certain laps de temps, etc. Enfin, voilà, il y avait des contraintes forcément liées au format et liées à M6. Voilà. On enchaîne sur les 3 conseils que j'ai retrouvés d'Alexandre Astier. C'est parti. Donc c'est assez axé théâtre, enfin en tout cas le premier est axé Camelot et film, même le film derrière le premier volet. Donc son conseil, en tout cas numéro 1, que j'ai décidé de choisir pour aujourd'hui, c'est que les acteurs ne doivent pas expliquer l'histoire. Et c'est un bon parallèle avec l'épisode précédent qu'on a fait sur le thriller, parce qu'effectivement il y a où je disais qu'on était tout de suite dans l'action, qu'il n'y avait pas de scène narrative et que en fait on voit ce qui se passe et les acteurs font leur vie en fait, et sans nous, c'est-à-dire ils sont pas là pour nous expliquer un tel et un tel. Nous ça nous fait bien rire, je t'avoue, des fois dans les séries on s'amuse avec ma femme à retrouver, on a instinctivement, tu sais, tu commences un épisode et puis genre il y a un personnage qui a disparu et il y a une sorte de fausse conversation où le gars va dire ouais mais Michel, mais c'est parce que Michel il est parti en vacances il y a 15 jours, il nous a dit qu'il avait eu un problème avec il y a des petites conversations comme ça où tu te dis ouais, bon là, c'est un dialogue un peu, ouais, c'est ça, ouais, un peu forcé quoi. C'est de la narration déguisée par le dialogue. Donc voilà. En tout cas pour Alexandre Astier, les acteurs n'ont pas vocation à raconter l'histoire justement. Les acteurs ils vivent l'histoire. Enfin en tout cas les personnages dans l'animation, voilà, ils jouent vraiment leur vie quoi. Enfin ils font leur vie et le spectateur doit comprendre avec le contexte, avec parfois les décors, la situation, la mise en scène, doit comprendre le contexte et là où il se trouve en fait. Il n'y a pas besoin de raconter tout ça et de le masquer à travers des dialogues. Donc ça c'était le premier conseil, que les acteurs ne doivent pas expliquer l'histoire. Voilà. Très important. Deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'écrire pour les acteurs et pas l'inverse. Donc c'est quelque chose par exemple que je n'ai absolument pas fait quand j'ai écrit moi ma première pièce de théâtre, où clairement je l'ai écrite dans mon coin et après j'ai trouvé des gens pour la jouer. Quand même ce qui s'est passé et ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais drivé un peu, j'avais guidé sur ce que j'attendais du personnage, mais après clairement les gens s'approprient le personnage et à la fin, en tout cas, la pièce qu'on a présentée sur scène, ça correspondait pas exactement à la pièce que je m'étais imaginée quand je l'avais écrite, quoi. Tout simplement parce que les acteurs, tu vois, se sont appropriés dans leur façon de parler, dans leur... par exemple, j'avais écrit un personnage un peu comme Dame Célie, justement, tu sais, qui est très pet sec et qui parle vite, qui débite et qui est très sèche. Et la personne qui l'a incarné, c'était presque parfois un peu genre
un peu racaille et gars de la cité, tu vois. Ok. C'était un peu... Et au début, je me suis dit, non. Et puis après, je me suis dit, mais c'est son style et en fait, ça a fait rire. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est que la première fois qu'on l'a joué, j'ai eu un fou rire. J'ai eu un fou rire sur scène. Ah oui, Ah ouais, parce qu'elle jouait le rôle de ma mère, du coup. d'accord. Et enfin de la mère du personnage que je faisais. Et donc quand je suis rentré sur scène, elle s'est retournée, elle m'a dit quoi, mais t'es encore là toi ou un truc comme ça, mais qu'est-ce que tu veux toi comme ça. Ah oui, en Elle m'a mode sorti ça. racaille, et tu t'y attendais Ah pas, ouais. ça t'a Et déstabilisé. du coup ah ouais, et du coup je m'y attendais pas. Elle s'est mise à rire, sauf qu'elle était face scène et que moi j'étais derrière, tu vois. Mais je la voyais rire et du coup je me suis figé sur scène et c'était à moi de sortir ma réplique et puis j'y arrivais pas, je me suis tapé un gros fou rire. Mais un fou rire contenu, tu vois, un fou rire contenu, mais le public l'a vu et le Ah, public s'est marré parce que justement c'était rigolo quoi, et parce que lui-même avait vu que c'était hyper agressif ok. comme accueil et voilà, et après on a enchaîné et tout, mais c'était rigolo. Mais du coup effectivement j'avais fait l'erreur de pas sélectionner les acteurs et lui vraiment Alexandre Astier il dit voilà moi j'écris quelque chose pour quelqu'un et si cette personne-là elle me dit non, ben, je choisis quelqu'un d'autre, mais je réécris quoi. Je Carrément. réécris, je modifie, ce qui doit pas être simple quand même, parce que quand tu écris un personnage, bah, quand même derrière tu vois, tu le mets en interaction avec d'autres personnages, tu vas créer des dissonances, des incohérences qui vont susciter l'humour ou l'incompréhension, enfin le quiproquo, etc. Donc enfin réécrire un personnage en cours de route, ça doit quand même être un exercice compliqué. Ouais, je pense, Donc, mais ça se voit, comme tu disais tout à l'heure, la première Guenièvre, c'était pas du tout Anne Giroir, c'était Angarade, du coup. Et ouais, quand tu vois Dies Irae, Guenièvre, elle est pas du tout écrite comme elle est écrite le personnage d'Anne Giroir, en fait. ouais. C'est... Bah, elle est écrite comme Angarade. Bah ouais, Enfin, comme exactement. l'Angarade qu'on connaît, Elle est quoi. brute de Ouais, ouais, ouais. décoffrage, elle envoie, enfin, ouais, ça a rien à voir avec la simplicité, la naïveté, l'innocence de la Guenièvre qu'on connaît, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'était vraiment deux personnages différents. Mais Ouais, du ouais, coup, je complètement. comprends l'idée. Ouais, ça doit pas être simple non plus quand tu retrouves une actrice. Mais en fait, j'ai vu aussi, j'ai vu le Dies Irae et j'ai vu les pilotes qu'il avait tournés avec où il n'avait pas encore trouvé Guenièvre en fait, enfin celle que Hmm. Anne Giroir. Et, et ça sent, enfin, je sais pas, peut-être parce que je suis aveuglée par des années de visionnage d'épisodes de Camelot, mais ça sent que c'était pas ça, que vraiment on attendait cette Guenièvre là, quoi. Enfin, Ouais, ça collait pas avec les autres personnages. Je trouvais que ça collait pas avec Arthur, que ça collait pas. Enfin, ouais, elle avait trop de personnalité pour Arthur peut-être. ouais. Et enfin, Bah, hmm. ouais, il y avait une alchimie elle est très bien en Angarade, mais ouais, là, je sais pas, quand je regardais ces épisodes pilotes, du coup, je trouvais qu'il manquait un peu de cette alchimie qu'on a entre alchimie au niveau du jeu d'acteur, je parle, Hmm. entre Alexandre Astier et Anne Giroir quand ils jouent à Arthur et Guenièvre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, Personnellement, mais ouais. Guenièvre, du coup, dans la série, tranche avec les autres personnages quand même, parce on a quand même pas mal de personnages un peu pet sec, Oui. qui balancent, Ouais. qui, enfin voilà, quoi. Donc, même si Caradoc et Perceval, enfin, bon après il y a Bohort aussi, ils ont quand même leur personnalité. Et la plupart des autres quand même, ça tourne pas mal. Autour du je te balance, je pense à Dame Célie, du coup à son mari, donc Léo Dagan, je pense à l'autre druide là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, Enfin ouais, Elias. Et... ouais, Elias, on a quand même des personnages qui balancent quoi. Oui. Donc Guenièvre vient un peu contraster avec tout ça, avec sa naïveté un peu naturelle quoi. Ouais. Complètement. Et du coup, ouais, il y a une alchimie. Heureusement que ça s'est passé comme ça en tout cas. C'est Bah peut-être ce ouais, qui a fait aussi le succès du couple. Arthur Guenièvre. Ouais, Ouais, Arthur Guenièvre. Ouais. peut-être, ouais, effectivement. Donc voilà, en tout cas, bah, écoute, moi en tout cas j'essaie de m'inspirer de ça. Aujourd'hui j'ai le projet, je sais pas si je le mènerai à terme, mais j'ai le projet de faire un tout petit, des scénettes, des toutes petites scénettes sur le monde de la piraterie pour tester, parce que j'aime bien cet univers-là des pirates. Donc j'aurais bien aimé faire des petites scénettes, et j'attends, tu vois, j'attends de trouver des gens quoi. J'attends Ah, doucement, tu pour vois, écrire pour eux.
Ouais, Hmm. j'ai des idées, j'ai déjà des idées, je sais à peu près où je veux aller et comment je veux faire le truc. Mais avant écrire, je préfère, je préfère être patient, tu vois. Me Ah, dire, bien vu. ouais, ça me foutrait les boules de tout recommencer, quoi. Ah, Donc, je comprends, oui, du coup. ouais, ouais. Ah, bien vu, bien joué. Et bah écoute, j'enchaîne sur la Ok. troisième astuce. Mhm. Allez, je les récapitule. Donc la première, c'était les acteurs ne doivent pas expliquer l'histoire. Donc les dialogues sont vraiment des dialogues. Et la deuxième, c'était écrire pour les acteurs. Et la troisième, c'est qu'il y a toujours une histoire dans l'histoire. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a l'histoire qu'on raconte et c'est celle qu'on suit. Et c'est bah, dans Camelot, c'est les péripéties de la table ronde, des chevaliers, de tout ça. C'est vraiment l'histoire superficielle qu'on nous raconte. Et puis derrière, on sent qu'il y a l'histoire d'Arthur, parce que c'est un personnage quand même qui évolue beaucoup. Bon, après, il y a Lancelot aussi qui évolue pas mal, enfin, il y a d'autres personnages qui évoluent aussi, mais Arthur, c'est quand même le personnage central et il évolue beaucoup. Une histoire non histoire, ça va se traduire par exemple avec des grandes valeurs en fait. On va écrire une histoire, il va se passer des choses, mais derrière, on s'en sert pour montrer une injustice, dénoncer quelque chose, délivrer un message, une difficulté cachée, une quête personnelle. Voilà, la blessure ancienne d'un personnage et il essaye voilà, de faire sa catharsis, j'allais dire, putain, voilà, de se Aristote sauver, sort de ce corps. ouais, de se sauver lui-même. Enfin voilà. Euh, Ça, je m'en suis servi pour la bande dessinée là que je suis en train d'illustrer, enfin de mettre à illustration, parce que moi je sais pas illustrer. Et en gros, l'histoire, c'est un mec qui arrive. C'est un jeune homme qui arrive dans une ville dévastée, déserte, parce que il n'y a plus de culture, parce que toutes les cultures se sont fait envahir par une plante spécifique. Euh, bon, voilà, en gros, enfin bref, il y a toute l'histoire, et à la fin, ça finit avec il y a même des dieux, des gros pouvoirs surnaturels. Donc il y a toute cette histoire-là où le personnage évolue, il devient plus fort, ou, enfin voilà, il est malade, puis il devient fort, etc. Donc il y a tout ça qui est raconté, mais derrière, c'est l'histoire d'un gars qui essaie d'aider les autres et qui n'y arrive pas. Parce qu'en fait, il arrive, il voit ce village qui est dévasté, il comprend que la plante qui est en train d'envahir toutes les cultures, en fait, elle sert à quelque chose dans l'écosystème global, et que justement, c'est grâce à elle que potentiellement on peut cultiver des choses. Et donc il est là, il essaye d'aider le village, et le village en fait ne veut pas de son aide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre, tu vois, personnellement. Comprendre que des fois, tu essaies d'aider les gens, et les gens, s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, tu vois. C'est pas si facile que ça D'accord. d'aider les gens, en fait. C'est ça que, Ah. tu vois, que j'aimerais, si j'arrive à mener ce projet jusqu'au bout, c'est vraiment ça le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est pas si facile que ça d'aider les gens. Et souvent, quand tu y vas et que tu veux juste aider comme ça brutalement les gens, ça marche pas. C'est même pire que si t'avais rien fait, tu vois. Donc voilà, c'est juste un exemple d'une histoire dans une histoire. Euh, Oh, voilà, bon, c'est c'était pas juste. mal, ouais, bah t'en as des bonnes idées, hein. C'est intéressant comme trame à développer, quoi. Bah ouais, bah écoute, on verra bien. En tout cas, ce dont je me suis aperçu quand même en faisant plein de recherches, etc. sur Alexandre Astier, c'est que c'est pas. Enfin, c'est sa vie, quoi. Tu vois, c'est pas un petit auteur comme ça à la sauvette. Il analyse énormément de choses. Il a un esprit scientifique, enfin dit scientifique, tu vois. Enfin, dire, il est très analytique. Il va tout retenir. Je sais pas comment il retient autant de choses. Il a une immense culture. C'est ça, Et tu sens que c'est un mec qui bosse beaucoup, enfin, ouais, qui a une formation musicale à la base, ouais. effectivement. C'est pour ça qu'il fait les bandes originales de Camelot, etc. Mais tu sens que c'est un gros bosseur, quoi. Il y va pas au talent, quoi. Il se dit pas, tiens, j'ai du talent, je prends ma plume et ça va sortir tout seul, quoi. Tu sens que c'est un mec qui bosse beaucoup. Ouais. Mm, carrément, carrément. Et Alors, et toi, de ton côté? bah, moi, de mon côté, enfin, ouais, j'adore Alexandre Astier, hein. Je pense qu'on est deux fans et que ça s'entend. Et bah, je l'ai découvert avec Camelot, comme beaucoup de monde. Et c'est
que j'aime chez Kaamelott, ouais, c'est effectivement son écriture, l'écriture de cette série qui est très surprenante, qui a un univers qui se renouvelle sans cesse. Comme tu l'as dit, il y a une histoire, mais il y a des histoires dans l'histoire, donc il y a plein de choses à explorer, des émotions différentes à voir, qui peuvent nous faire passer du rire aux larmes, enfin, plus particulièrement à partir de la saison 4, je trouve, parce que je pense qu'avant, Alexandre Astier avait les contraintes, était contraint par les directives d'M6 qui sortaient, comme tu l'as dit, de caméra café, d'une pastille de 3-4 minutes, pas plus, donc fallait faire rire, fallait accrocher le public, c'était du divertissement. Mais après, il se lâche plus, quoi. Là-dessus, je suis en train de les refaire un petit peu. Ouais. Et la première scène que j'ai trouvée qui est comme ça, c'est dans le livre 3, donc c'est de la saison 3. Ouais. Je crois que c'est la deuxième partie de la saison 3. Donc, à mon avis, il était déjà dans la tête de la saison 4, tu vois. Ouais, je pense. Et il écrit juste une scène avec Petit Ourson, là. Oui, Petit Ourson, il raconte la fin de Kaamelott. Hein. Il raconte la fin de Kaamelott. Dans cette histoire, il raconte la fin. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et à la fin, Petit Ourson, il se demande s'il va se tuer ou pas. Ouais, et le truc, il plombe. Et t'es là et tu te dis, waouh. Et donc, moi qui les ai fait un peu, tu vois, genre en rush, enfin, tu vois, en gros, j'ai les CD, j'ai les DVD. Donc, tu vois, je laissais tourner là pendant qu'on mangeait et tout, on se regardait ça. Et on est tombé sur cette scène. Et waouh, je me suis dit, ah ouais, là, c'est la première scène où il a osé faire quelque chose qui n'est pas drôle. Enfin, c'est voilà, il est sorti vraiment du comique pour le coup là. C'est complètement ça. Mais tu t'y attends pas à la chute. Hein. Moi, au début de l'histoire, je croyais que ça allait être un truc mignon pour enfants, mais à la fin, tu te dis ouais. Et quand je l'ai revu justement après avoir vu toutes les saisons et la fameuse saison 6, voilà, bref, je l'ai vu moi comme un spoil de ce qui allait arriver, de sa dépression, de sa déchéance par rapport à la quête. Enfin, voilà, oui, c'est vrai, parce que voilà, donc on l'a peut-être pas expliqué, mais c'est une scène où il raconte un enfant, l'enfant de Caradoc. Oui. Le neveu. Enfin, je sais pas ou le neveu, voilà. Enfin bon. De Mévanoui. Dans la famille, par là. Ouais, voilà. Et donc il raconte. Il lui raconte une histoire, il lui raconte l'histoire de Petit Ourson. Alors il y a quand même du comique parce que il dit il y a des animaux de la forêt, mais Petit Ourson il a une femme. Alors mais du coup sa femme c'est aussi un petit ourson et il a des beaux-parents. Ah oui, mais alors du coup c'est aussi des ours. Et donc il y a ce côté comique où il se rend compte que bon finalement tout le monde est des ours. Trop compliqué bon finalement. Et après il part voilà, il raconte et puis il dit que Petit Ourson il doit chercher le Graal, mais qu'il est fatigué et que au final tous les jours Petit Ourson il se demande s'il va continuer ou s'il va pas se tuer quoi. Voilà, en gros c'est un peu la scène générale. Donc il fait quand même c'est un gros caillou dans la mare. Et effectivement c'est la fin, ouais t'as raison, il raconte la fin quoi. Peut-être qu'il savait déjà où il voulait aller. Hein, oui, je pense. D'après ce que j'ai compris des interviews, en fait, la saison 1, ils étaient pas sûrs que ça allait rester. En fait, même si M6 allait re-signer avec eux. Et à partir de la 2-3, il savait que le succès était là, donc que ça allait continuer. Et donc il a pu se permettre de voir plus loin, en fait, de ce que la saison 1, il pouvait pas encore. Ouais. Ok. Donc ouais, ça fait plaisir. mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui sait doser les émotions, qui sait être juste, dire ce qu'il faut au moment où il faut. Et du coup, moi, je me suis aussi interrogée sur comment est-ce qu'il fait pour doser, pour écrire ses scènes, pour transmettre ses émotions au public. Et comme tu le disais, c'est quelqu'un qui écrit pas à la sauvette, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Et j'ai trouvé plusieurs interviews où il a une méthode, il a quelques grands principes qui ressortent en fait. Et j'en ai retenu 3 de mon côté. Donc le premier que je mettrai en avant, c'est l'art de formuler de bons dialogues. Et quand tu le présentais, tu disais oui, il a une formation musicale. Effectivement, il a commencé le conservatoire à 6 ans, il a fait l'American School of Modern Music une dizaine d'années plus tard. Donc la musique, c'est vraiment un univers dans lequel il a baigné. Et il dit lui-même qu'il dirige ses acteurs comme il dirigerait un orchestre en fait. Il fait très attention au rythme, aux bons enchaînements des mots. Et j'ai écouté une interview de Bruno Salomon qui joue Caius Caminus dans la série Kaamelott, donc un Romain. Et il était très surpris sur le tournage qu'Alexandre Astier le dirige sans le regarder.
En fait, il l'écoutait juste, il regardait même pas en train de jouer, et il écoutait voir si les dialogues ça allait, si tout sonnait bien, si tout fonctionnait bien. Enfin voilà, c'est... Ouais. Tu veux dire que Kaamelott est adaptable en podcast? Ah bah certainement, on peut écouter Kaamelott. Mais ouais, enfin moi je pense il fait très attention à la musicalité dans ses dialogues et enfin moi j'ai les DVD aussi et je regarde aussi les scènes, les behind the scenes, enfin voilà. Et il fait plus, enfin quand ça sonne pas juste, je le vois faire rejouer ses acteurs, comme faire rejouer Caradoc sur des petites choses pour qu'il a dit, enfin je sais plus c'était quelle réplique, c'était ça va être, enfin, je sais plus. Enfin, il y a une réplique comme ça, où c'était la race de sa grand-mère, et il devait le dire d'une certaine façon, et Alexandre Astier leur faisait jouer tant qu'il n'y avait pas la bonne intonation, etc. Mais, mais ouais, mais parce que c'est un musicien. Je pense que ça vient de là. Je pense qu'il a envie de faire, déjà qu'il y ait cette musicalité dans le dialogue, et je pense que c'est ce qui fait qu'on retient bien les répliques de la série Kaamelott, c'est qu'il y a un côté parole de chanson, enfin, il y a un rythme, je trouve, personnellement. Ah et, oui. Ouais. Et il a envie que, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas les acteurs qui doivent expliquer l'histoire. Quand ils parlent, il faut que ça retranscrive le réel. Il faut qu'ils parlent comme des gens parleraient dans la vraie vie. Et il l'a dit dans une interview, ça arrive jamais dans la vraie vie qu'un mec te dise tout de suite ce que tu as envie d'entendre. Il y a toujours des détours, comme moi là quand je parle, je cherche mes mots, enfin il y a des détours, je dis pas toujours forcément voilà, je dis pas toujours ce que j'ai envie de dire, mon cerveau est pas, enfin il y a personne qui a écrit pour moi malheureusement, parfois j'aimerais bien, mais ouais. Donc ça peut pas être parfait en fait. Il y a ce côté, enfin il y a ce petit côté d'imperfection qui rend le truc naturel, mais qui le rend drôle et qui rend intéressant, et dont il faut pas se départir dans un dialogue non plus, parce que tu es censé être sincère et retranscrire le réel, je pense. Voilà, donc côté musique et côté réel, très important dans les dialogues chez Alexandre Astier. C'est une bonne, c'est une bonne astuce, ça. Ouais, donc voilà. Ce que je recommanderais aux auteurs de faire aussi. Et un deuxième point que j'ai remarqué, mais ça c'est pour faire rire, il a dit qu'il aimait avoir des gens ordinaires dans un monde extraordinaire. Des gens comme toi ou moi, dans un monde qui les dépasse. Et c'est cette différence entre le très grand et le très petit qui va faire naître la comédie, en fait, d'après lui. Enfin, j'avais vu cette interview sur RFM où il disait ça. Et ce qui veut montrer, enfin, ce qui ressort dans Kaamelott, c'est que Kaamelott, c'est la quête du Graal, c'est le côté très religieux, il y a la chevalerie, il y a l'honneur, il y a cette image, cet idéal de la Renaissance qui marquait tellement à l'époque, cet idéal chevaleresque qui fait fantasmer. Et en même temps, dans Kaamelott, on a des gars qui sont découragés, qui sont faiblards, qui n'ont pas envie, qui ont d'autres choses à faire, enfin des gars comme n'importe qui en fait, un gars qu'on croiserait dans la rue. Et ces gars-là, ils doivent retrouver des choses aussi importantes que le Graal, combattre des dragons, combattre des trolls, des fantômes, enfin voilà quoi. Et du coup, c'est d'autant plus comique. Enfin, je sais pas si toi tu le ressens comme ça. Ah oui, moi ça me rappelle tout de suite une scène où effectivement il va avec Gauvin et je me rappelle plus, son neveu là et son beau-frère. Ouais. Où il va chasser un dragon ou un truc comme ça, et où à la fin ils se font chier dessus, je crois, oui. tout simplement. Et t'es là, et puis tu vois qu'effectivement, ouais, ils vont affronter un dragon, mais ils y vont pas comme on y va dans les jeux vidéo, quoi. Tu vois qu'ils y vont la queue entre les pattes et qu'ils se disent, mais comment je vais faire pour tuer un dragon, franchement. Mais c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le contraire de ce que t'attendrais d'un chevalier. Un chevalier, il voit une difficulté, il fonce. Que là, ils sont comme nous en fait. On verrait un dragon, bon ça n'existe pas, mais on verrait un truc comme ça. Je pense pas qu'on irait la fleur au fusil affronter le dragon. On irait se planquer. On aurait les mêmes réactions, je pense. Et c'est ça qui est drôle, parce que c'est de les voir se planter autant, se chier dessus. Et c'est ça en fait, ce qui m'en vient. Du coup, ça me fait venir à mon dernier point, c'est le héros qui se décourage. Là on a les personnages qui sont pas si courageux que ça, alors qu'on s'attendrait à ce qu'ils soient vu qu'ils sont chevaliers, mais on a aussi Arthur
qui est un héros, mais c'est pas un héros Marvel, qui sait toujours quoi faire et qui veut y aller à fond, qui veut défendre la veuve et l'orphelin sans se préoccuper, enfin voilà. C'est un héros qui a des failles et qui connaît la dépression et qui a pas forcément envie de faire ce qu'on lui demande. Enfin, c'est gérer un royaume, trouver le Graal, ça lui est tombé dessus alors qu'il a rien demandé. Et il y a de quoi baisser les bras, surtout qu'il a une fine équipe d'incapables à diriger en même temps. Enfin, moi, parfois, je le vois patauger, je me dis, il a du courage, ce gars-là, parce que faut y aller, d'éduquer, d'expliquer sans arrêt ce que ça veut dire fédérer. Enfin, voilà. Moi, j'adore une scène à un moment donné où, tu sais, c'est les pavés en carminide. Non, oui. Et donc où il explique qu'il veut pas de pavé en carminide, machin, tout ça. Et donc ils s'engueulent tous. Et au bout d'un moment, Arthur se lève et il commence à faire un beau laïus, un beau discours sur le Graal, sur le fait que si on est tous autour de cette table ronde, c'est pour être unis. Et c'est grâce au Graal que voilà, on est tous ensemble et c'est notre objectif commun. Et là, tu vois les gens qui commencent à s'envoyer des belles punchlines, à s'encourager et tout. Tu vois le sourire aux lèvres qui revient et tout. Tu te dis, ça se marche bien. Et au bout d'un moment, il y en a un qui dit à un moment donné, oui, mais pour ça, il faudrait qu'on se rende en carminide. Ouais, mais il n'y a pas de pavé en carminide. Oh, mais on va pas recommencer. et là, ça repart et il en peut plus. Et tu te dis, oh là là, ça doit être dur. Tous les jours, ça doit être dur. Ouais, effectivement. C'est son quotidien, quoi. Enfin, mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Mais bon. C'est ça qui est drôle. Et voilà, en fait, ce que je trouve, ce qui fait toute cette saveur, c'est qu'on a beau avoir un contexte grandiose, effectivement, Alexandre Astier cherche le plus possible à coller à la réalité, à être sincère, à dire des émotions qui sont vraies, à faire des personnages qui sont du quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on s'y attache autant, je pense. Enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est le cas. Ouais. Non, puis il vise juste à un moment donné. Il a fait une interview avec Combini dans une vidéothèque. Donc, c'est une vidéo sur YouTube que je recommande parce qu'elle est sympa. Où on en apprend un peu plus sur les inspirations d'Alexandre Astier, ses films, voilà, de quoi il s'est inspiré. Ces films marquants desquels il s'est inspiré, avec lesquels il a grandi. Et on voit tout de suite qu'il était dans des films comme ça, hein, pas du tout super-héros en fait, très vie quotidienne et décalage et raconter, sublimer la vie quotidienne en fait. Il était plutôt dans des films comme ça. Et il dit au début d'interview, il dit que la réunion des super-héros, il dit qu'il n'y croit pas quoi. La réunion des super-héros qui se mettent tous autour de la table et qui vont s'entendre. Pour lui, voilà, ça n'existe pas. Un super-héros, c'est quelqu'un de hors norme et par conséquent, il est extraordinaire et du coup, il n'est pas fait pour être plusieurs en fait. Il faut qu'il soit seul, tout simplement. Il l'explique comme ça, c'est-à-dire il est seul, il prend l'exemple de Hulk et il dit, l'exemple de Hulk, pardon, il prononce à l'anglaise, et il dit que le gars, partout où il va, il ravage tout et que c'est un héros qui est condamné à errer sans jamais pouvoir se poser quelque part ou voilà, avoir d'amis, une vie normale en fait, tout simplement. Donc tu ressens ce côté un peu noir, mais de toute façon le côté noir d'Alexandre Astier, il se retrouve dans Arthur, mais il est vrai dans la vraie vie, je pense. J'avais entendu l'interview, alors ça par contre je sais pas si j'arriverai à la retrouver, mais de sa compagne, qui expliquait à un moment donné qu'ils vivaient pas ensemble. À un moment donné, elle disait, voilà, on vit dans des appartements séparés et ça nous va comme ça. Et elle disait parce que, en fait, c'est dur de vivre avec un génie. En gros, elle avait dit comme ça. Son ex-compagne, du coup. Celle qui s'occupait des costumes avant de... Ouais, c'est ça, celle qui s'occupait des costumes avant. Okay. D'accord, ils sont séparés. Ok. Oui. Et donc voilà, tu vois que quand même, c'est quelqu'un d'assez torturé. Et en soi, il me fait penser à un personnage aussi qui était... Dr House, ou le médecin, là, Dr House, qui était torturé là toujours, et qui, dans un des épisodes, il a plus mal à la jambe, parce qu'il a constamment mal à la jambe normalement, et il a plus mal à la jambe, et en fait il n'arrive plus à résoudre le problème de ses patients, et il se rend compte que c'est que quand il souffre qu'il est performant, quoi. Et tu te dis c'est dur, et il y a ce côté-là, tu sais, où comme si la souffrance t'amenait à te dépasser, t'amenait à réfléchir en fait.
Et un peu comme si le bonheur, c'est un peu un état passif, tu vois, où du coup tu fais plus rien. Mais quand tu souffres, ça te pousse à être créatif. Ouais. C'est bizarre, hein, quand même, comme. Enfin, ça donne pas très envie, du coup. Ah, ouais. Bah, après, je sais pas pour toi qui est auteur, mais je me rappelle dans notre première interview, tu disais que t'arrivais plus à écrire dans ce côté un petit peu plus tragique que du côté comédie, finalement. Je sais pas Oui, oui, c'est si... vrai. Oui, oui, si... c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça vient Après, vite. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes, tu vois, quand t'es ado et tout de suite, pour rien, ça va mal et tout. Et c'est vrai que les plus belles chansons, par exemple, que j'ai pu écrire ou quoi, c'était quand j'étais pas bien. ouais, C'est clairement, il y a quelque chose qui doit s'activer. Je sais c'est pas bizarre, hein. comment, mais il y a quelque chose qui doit s'activer et qui fait que tu vas chercher peut-être ces émotions que tu n'as pas autrement. Euh, mais tu sais, c'est un peu l'émotion paradoxale aussi où des fois, quand tu souffres, que t'es vraiment pas bien, tu regardes par ta fenêtre, tu regardes la nature et tu souris, tu vois, et tu contemples en fait. C'est des choses que tu vas pas forcément faire quand t'es bien, tu vois. Il y a ce côté un peu de recherche peut-être, ou je sais pas. C'est Ouais. vrai. On est peut-être plus ouvert aux choses autour de nous, aux émotions. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà, donc on reboucle avec la citation du début de l'épisode. Exactement, joli. Ouais, bah dis donc, cet épisode est dark. En même temps, de toute façon, on parle de Camelot, il faut forcément que Mais ça devienne ouais, sombre mais à un c'est moment donné, parce bizarre, que ouais, voilà. c'est. Je pensais qu'après Memories of Murder, on parlait de Camelot, on allait rire, mais ouais, non. Mais Après, pas du tout en pas fait. du C'est tout. dramatique, Camelot, c'est une comédie dramatique. Exactement. En tout cas, pour finir, Ah, tu avais une anecdote à nous raconter, c'est vrai, non? ah oui, c'est vrai, l'anecdote à raconter. Et je partage aussi un bouquin qu'on m'a offert. Il s'appelle La philosophie selon Camelot. Voilà, parce que quand j'ai des Oh, amis qui ont découvert que j'aimais la philosophie et Camelot, ils m'ont acheté ce petit bouquin qui s'appelle La philosophie selon Camelot. Alors je te cache pas que donc c'est écrit par, j'ai sous les yeux, je peux te dire, c'est écrit par Gwendal Fossois et c'est les éditions de L'Opportun. d'accord. Je t'avoue que à certains moments, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on explore les personnages et on explore effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que sur un concept, il y met plusieurs philosophes, donc ça permet de rebondir sur plusieurs philosophes de plein de temps différents. Donc en ça c'est quand même un bouquin intéressant, voilà. Et après, on m'a parlé, je crois, d'un bouquin qui s'appelle Le Management selon Camelot, Oh la vache. mais ça, j'irai pas le voir parce que j'irai pas le voir parce que en tant que manager, quand je regarde Camelot, je me dis oh ouais, putain, le jour où je managerai mes équipes comme ça, putain, c'est Ça un peu peut être cash quand même. drôle, oui, ça dépend. Ça peut être drôle pour celui qui regarde, mais quand t'es visé, oui, effectivement. Ah ouais, ouais, pour celui qui gars, ouais, 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 pour spectateur, ça peut être drôle, ouais. C'est ça, autour. Ouais, ouais, ouais. Ah, pas Bon, mal, en je tout savais cas, mon pas. anecdote, c'est que, ouais, effectivement, j'ai pris un bid au théâtre cette semaine. Donc je fais du théâtre impro depuis pas longtemps, enfin j'ai repris cette année là. Et l'exercice c'était de prendre un objet qui était autour de nous et de le détourner. C'est Mhm. l'objectif de l'objet détourné, voilà, qui porte bien son nom. Et donc à un moment donné je prends comme objet un petit marchepied. Donc c'est un petit marchepied et moi ça me faisait... Enfin, c'est un petit... Attends, je te dis pas, pour voir si tu vas deviner. Pour voir si tu vas deviner, parce que du Ok. coup, moi, je me suis pris un bide. Donc, normalement, c'est censé refaire un bide ici, tu vois, comme quoi j'ai peur de rien. Ok. Mais en gros, il faut t'imaginer un tout petit marchepied. Donc, en gros, c'est 3 planches, tu vois, genre 2 planches deux planches verticales qui tiennent une planche horizontale. Et ça fait la largeur d'un pied, même pas. Enfin, c'est tout petit et c'est posé sur le sol, quoi. Euh, et donc il fallait détourner. Voilà. Donc moi j'avais choisi de détourner cet objet-là. Et donc donc je me lève de ma chaise et puis j'y vais et je crie un truc du genre non non mais non bah voilà bah oui bah là c'est cassé là bah oui bah voilà bah là oui, bah oui forcément là maintenant c'est cassé c'est pas comme ça qu'il fallait faire etc. Et donc mais c'était très rapide hein, comme Ouais. impro. Et donc, je lui dis, bah oui, bah là, forcément, ça marche moins bien, ça va marcher beaucoup moins bien, Ah tout bah ça. oui, c'est Bourvil. Un truc comme ça, ouais. Et je finis, et ma dernière phrase, c'est, ah non, mais là, c'est sûr, il pleurera plus. Et là, je me tape un gros bide. Genre, les gens, ils me regardent comme ça en mode, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas Et compris donc, non plus. ah, ben voilà, ben voilà.
Et donc du coup, je les regarde et donc silence, tu vois, genre silence pesant, tu vois, dans la salle. Et je les regarde et je leur dis non mais c'est parce qu'en fait le truc c'est un bébé en fait qui est mort en fait. Ah, d'accord. Waouh. Du coup, oui. Et du coup, et du coup les gens disent ah, et du coup là ils ont rigolé et je me suis dit c'était peut-être un peu trop trash ou ou mal amené en fait. Et je pense que c'était mal amené. Mais tu vois, mais l'idée que j'avais derrière, c'était ouais, c'est ça, de faire croire que tu crois que c'est un objet qui est tombé, tu vois, qui est cassé et tout, et pas du et tout, de en susciter fait. le drôle en disant, en comprenant à la fin qu'en fait non, tu parles d'un bébé et tu parles pas d'un objet cassé. Voilà. D'accord, ok. Donc je me suis pris un gros bide. Mais bon, après je me suis rattrapé avec une impro. On m'a donné une impro. Donc on était 3 et on nous a donné une impro. Le thème, ce matin, un lapin a tué un chasseur. D'accord. Et du coup on s'est dit ouais, mais si on fait un chasseur et un lapin, c'est trop attendu, tu vois. C'est genre ce matin un lapin a tué un chasseur. Bon, ok. L'objectif du théâtre impro aussi, c'est de te pousser un peu, tu vois, à voir les choses différemment. Et donc j'ai proposé un truc, j'ai dit mais sinon il y en a un qui vient au bar, il fait un barman et puis l'autre il fait un mec qui attend quelqu'un et en fait ce quelqu'un il lui a posé un lapin. Ah, et on introduit le lapin comme ça. Joli. Comme ça c'est surprenant en fait, tu sais, tu surprends même les gens qui connaissent le thème, Ouais. tu vois, et c'est ça que j'aime bien dans le théâtre impro. Il y avait une autre impro, c'était engueulade de famille au cirque, ou enfin tu vois, engueulade familiale au cirque, un truc comme ça. Ouais. Tout de suite le théâtre impro va te pousser à te dire plutôt que de faire une famille qui s'engueule au zoo, chose qui est assez attendue, je vais faire des animaux en fait. Je vais faire des animaux du zoo qui s'engueulent, tu vois. Ok. C'est des choses comme ça. C'est pour ça que j'aime bien le théâtre impro, c'est parce que bon, après c'est ma façon d'aborder le théâtre impro, mais ça te pousse à être créatif. Mais c'est ça. Mais très rapidement en plus, c'est ça qui est impressionnant. Hyper rapidement. Après, il y a des techniques, comme par exemple la technique, donc la semaine dernière, on voyait la technique du début, conflit, résolution. Et en fait, c'est simple. Et en gros, tu fais ton impro, et il faut que, voilà, en quelques phrases, tu aies un début, un conflit et une résolution. Tu vois, c'est des petites techniques simples, mais ça te pousse à travailler tes histoires, enfin à travailler les mécaniques qui font que ça va donner quelque chose de bien. Le théâtre impro, c'est pas forcément drôle. Hein. Bon, la plupart du temps, 90% du temps, c'est drôle, mais ça n'a pas vocation à être drôle tout le temps. Ça peut être dramatique, par exemple, des fois. Mais voilà, il y a toujours cette histoire de début, conflit, résolution. Ouais, comme on peut retrouver dans n'importe quel type de fiction. Enfin, pour ceux qui écrivent un roman, par exemple, il y a chaque scène, il y a cette idée-là d'essayer de créer un début et faire un élément perturbateur qui amène une sorte de conflit ou de crise et de retomber sur une résolution pour enchaîner avec la scène d'après, etc. C'est un enchaînement. Donc ouais, c'est bien. Ça donne des outils aussi pour ceux qui nous écouteraient et qui seraient intéressés soit par le théâtre, soit par l'écriture. Ouais, carrément. En tout cas, je les invite à faire du théâtre impro. C'est souvent une petite famille après. Hein. Tu t'apprends à te connaître. On dit que ça donne confiance en soi. C'est vrai. Hein. Il y en a, ils sont très très timides et même ils hésitent à revenir la semaine d'après. Mais ils reviennent parce qu'en fait, il y a une bonne ambiance. Tu vois, et qu'ils ne se sentent pas jugés. Ça finit par être une troupe en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas une famille, c'est pas des amis, c'est encore autre chose. Ça s'appelle une troupe. Voilà, ouais. Mais bon, après ça met du temps, faut la construire, tu vois, mais c'est souvent bienveillant. Donc s'il y en a qui hésitent, surtout ne pas hésiter. Ah, voilà. Cool. Ça me rend curieuse. Ce sera le bout de l'anecdote que quand même elle serve à quelque chose. Oui, non mais carrément, mais ouais, ça me rend curieuse le théâtre, la confiance en soi et tout. Ouais. J'y ai songé à une époque. Mais pareil, j'avais cette crainte, mais ça a l'air sympa quand on parle. Donc pourquoi pas. Eh ben écoute, voilà, on arrive au bout de cet épisode. Le podcast, tout à fait. Alors pour les auditeurs, j'ai un article que j'avais écrit sur les conseils d'écriture d'Alexandre Astier. Alors on retrouvera que ceux que j'ai mentionnés, pas les tiens malheureusement, Bastien. Non, mais c'est vrai, mais j'avais effectivement lu ton article avant cet épisode-là. Ah voilà. Du coup, je le mettrai. Je pense que je mettrai le podcast. Je rajouterai le podcast à la fin de l'article, comme ça les gens pourront aussi écouter tes conseils.
Et je vous invite aussi à vous abonner pour pas manquer les futurs épisodes. On va publier un épisode tous les 15 jours, donc si vous voulez être au rendez-vous et avoir une notification quand on publiera, n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement. Ouais, ça me semble un bon rythme. À consommer avec modération. Oui. Pas trop de conneries d'un coup. C'est ça. Préservez-vous. Bon, en tout cas, merci Florence. Merci Bastien. Et puis voilà, et puis effectivement, aidez-nous à partager ce podcast sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a toujours pas de page ni quoi que ce soit pour le faire. Donc on compte sur vous et on vous dit du coup dans 15 jours. À dans 15 jours.